Après plus de 5 ans d'action, le projet européen Life Biodivom, coordonné par la LPO France, touche à sa fin en avril 2024. Une aventure débutée en 2018 par 6 acteurs de l'environnement dans un seul et unique but, protéger la biodiversité menacée des Outre-mer français. Cette histoire est celle de salariés, de bénévoles, de scientifiques, d'entreprises et d'élus. Tous ont cru en ce projet, et grâce à leur énergie et leur engagement, ils ont permis d'améliorer l'état de conservation de 5 espèces mondialement menacées et d'un habitat rare sur 5 territoires ultramarins, Mayotte, La Réunion, la Guyane, Saint-Martin et la Martinique. À La Réunion, la Société d'études ornithologiques de La Réunion et le Parc national de La Réunion ont mis en place des actions dans le but de préserver le tuit-tuit, menacé d'extinction notamment en lien avec la prédation exercée par les rats et les chats à raies. Chaque année, des chantiers participatifs de dératisation ont été organisés grâce à l'implication de près de 145 bénévoles par an, encadrés par 15 chefs de brigade. Cet investissement, couplé aux efforts des salariés de la CEOR et du Parc national, ont permis d'augmenter la surface dératisée en passant de 900 hectares en 2018 à 1200 hectares en 2023. Ces opérations ont ainsi permis de protéger davantage de territoires du tuit-tuit. Les suivis démographiques effectués semblent indiquer un impact favorable de ces actions tant sur le succès reproducteur que sur la survie de cette espèce. Afin d'intervenir dans les zones non accessibles à l'homme, des améliorations technologiques innovantes de dératisation par drone ont été développées par l'entreprise DroneTech. Cette technique a permis de protéger plus de 60 hectares supplémentaires de forêt totalement inaccessibles à l'homme. Pour vérifier l'absence d'impact des produits utilisés sur l'environnement, des études scientifiques ont été conduites et ont mis en évidence l'absence de molécules chimiques de rodenticides dans les sols et les cours d'eau, ainsi que le faible impact sur les espèces non cibles comme le tang ou le papang. Des cages ont également été installées et ont permis de capturer 5 chats à raies au cours du projet. En parallèle, une étude a été menée sur l'impact du bulbul orphée sur le tuit-tuit. Elle n'a cependant pas permis à ce jour de prouver un effet négatif direct de cet oiseau exotique sur le tuit-tuit. Initialement prévue dans le cadre du programme, la translocation du tuit-tuit n'a pu être réalisée par manque d'anticipation et de concertation des acteurs impliqués sur ce projet. Néanmoins, l'étude de faisabilité du projet sur cette espèce a permis d'accumuler de nouvelles connaissances sur l'alimentation, l'habitat, la dynamique et la génétique des populations de tuit-tuit et pourront prochainement servir à mettre en place une telle opération. La découverte de nouveaux couples de tuit-tuit grâce à la mise en place de près de 30 micro-enregistreurs acoustiques et la colonisation par l'espèce de nouveaux espaces dératisés sont des signes encourageants pour l'espèce dont la population, estimée à 37 couples connus en 2018, a atteint 55 couples estimés en 2023. À Mayotte, le groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte a déployé de nombreuses actions dans le but de protéger le crabier blanc, menacé par la prédation causée par le rat noir et la dégradation de ses sites de reproduction et d'alimentation. Au cours du projet, 15 crabiers blancs ont été équipés de balises GPS permettant d'identifier de nouveaux sites d'intérêt à préserver et d'acquérir de nouvelles connaissances sur son habitat. En effet, l'espèce que l'on pensait inféodée aux zones humides est également présente en forêt, dans les zones périurbaines ou encore dans certaines décharges. Elle présente également une forte territorialité et une fidélité à ses sites d'alimentation. Pour protéger les sites d'alimentation et de reproduction utilisés par l'espèce, le GEPOMAI et leurs partenaires en local, comme les associations Jardin de Mtsangamouji et Mlezi Maoré, ont effectué près de 120 missions de surveillance en mangrove, ce qui a permis de ne recenser aucun acte de braconnage sur la durée du projet. Sur la lagune d'Ambato, près de 150 bornes ont été installées dans le but de délimiter le périmètre de protection du site, classé en arrêté de protection préfectorale de biotope et renouvelé en 2020. Le site a bénéficié d'aménagements tels que la construction d'un mur d'observation et la création d'un platelage de circulation améliorant le déplacement du public. En plus de limiter la dégradation du site, ces aménagements permettent de sensibiliser le grand public à cet écosystème rare et menacé.
Plusieurs sites d'intérêt de l'espèce ont également bénéficié de nouveaux statuts de protection, comme la lagune d'Ambato et l'arrière-mangrove de la baie de Bweni, classée en espace naturel sensible. Des projets d'arrêtés de protection et de labellisation Ramsar sont également en cours sur plusieurs sites de reproduction et d'alimentation. Toutes ces différentes mesures ont permis d'améliorer la gestion et la protection de 13 hectares de sites d'alimentation et 54 hectares de sites de reproduction du crabier blanc. Les prairies humides de Malamani, Mirereni et Ambato, sites d'alimentation de l'espèce, ont bénéficié d'actions de restauration pour améliorer leur état de santé. Des actions d'arrachage et de coupe de plantes exotiques envahissantes telles que l'acacia mangium, le dartrier et les cocotiers, couplées à des opérations de nettoyage de déchets, ont permis de restaurer plus de 6 hectares de prairies humides. Des conventions d'occupation temporaire à usage agricole ont également été signées avec des agriculteurs dans le but de modifier le pâturage des zébus en faveur des prairies humides. Sur la prairie humide de Malamani, 335 essences d'arbres locales ont été plantées dans le but de former une haie protectrice et de reboiser la forêt d'arrière-mangrove. Enfin, le GEPOMAI est devenu gestionnaire de 2 sites d'intérêt pour l'espèce appartenant au Conservatoire du littoral. Le lac Kariani, par délégation du conseil départemental, et l'arrière-mangrove de la baie de Bweni. Cela représente une étape importante en faveur de la sauvegarde de ces sites. Après avoir prouvé en 2019 l'impact du rat noir sur le crabier blanc grâce à l'installation de pièges photographiques, de phonies et de cartes à mâcher, le GEPOMAI a mis en place une trentaine de pièges mécaniques A24 dans les héronnières. Ces dispositifs ont permis de diminuer l'abondance et la densité des rats lors de la reproduction de l'espèce et ainsi de limiter l'impact de la prédation de cette espèce exotique envahissante. Estimé à 182 couples sur 4 héronnières en 2018 et réestimé à 545 couples installés sur 5 héronnières en 2023, l'espèce a bénéficié des actions de conservation et de restauration déployées dans le cadre de ce projet. En Martinique, le Parc naturel régional de la Martinique a déployé des actions concrètes dans le but de protéger un oiseau endémique de l'île, le moqueur gorge blanche, fortement impacté par la prédation exercée par le rat noir et la petite mangouste indienne, mais également par la fragmentation et la perte de son habitat naturel. Afin de contrôler les prédateurs introduits, le PNRM a déployé 5 campagnes de piégeage mécanique sur la presqu'île de la Caravelle via la mise en place de 85 pièges A24 et de 79 cages. Une brigade d'intervention sur les espèces exotiques envahissantes composée de 13 agents, dont 9 salariés en réinsertion professionnelle, a également été créée pour mener des actions de régulation de ces espèces sur le territoire du parc. Ces moyens humains supplémentaires ont permis de renforcer l'efficience du protocole de piégeage, aboutissant à la capture de près de 2000 prédateurs sur une période cumulée de 15 mois. De plus, un projet de corridor écologique a été initié dans le but de restaurer l'habitat historique de l'espèce, fragmenté par l'urbanisation et l'expansion des terrains agricoles sur une partie de la presqu'île. À l'issue d'une importante phase de concertation avec les acteurs concernés du territoire, une convention de partenariat a été signée avec les représentants de l'exploitation agricole du Galion afin d'acter la validation du projet sur 2 parcelles agricoles s'étendant sur environ 90 hectares. Une étude de faisabilité du futur corridor écologique est en cours. Elle comporte une expertise hydrologique et climatique, couplée à une étude de sol, un diagnostic écologique ainsi que l'élaboration d'un itinéraire de plantation et d'entretien du corridor, et enfin une étude d'impact environnemental du projet. Grâce à l'implication d'ouvriers forestiers polyvalents formés au Centre de formation professionnelle et de promotion agricole Nord-Atlantique au métier de jardinier paysagiste, près de 1000 plants et semences ont été collectés sur le terrain et mis en culture dans 2 pépinières gérées par le PNRM et ses partenaires en attendant d'être plantés. Enfin, les suivis scientifiques de l'espèce réalisés par le PNRM en étroite collaboration avec la LPO, l'association Le Carouge et l'OFB ont permis d'affiner les protocoles et d'augmenter le volume de données disponibles sur la reproduction de l'espèce et sa démographie. Ainsi, près de 7 jeunes à l'envol ont pu être observés lors de la dernière saison en 2023, tandis que le succès de reproduction était quasi nul depuis plusieurs décennies.
Une donnée encourageante pour cette espèce désormais classée parmi les oiseaux strictement endémiques de l'île et dont la protection reste prioritaire. Sur le territoire guyanais, le groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane a déployé ses efforts pour favoriser la mise en place d'une gestion concertée et durable des populations de mérous géants. Ciblée par les activités de pêche en Guyane, l'espèce a fait l'objet d'une étude visant à décrire les différentes pratiques de pêche du mérou géant, une étape préalable à la mise en place d'un processus de concertation. Pour cela, le GEPOG a mené des enquêtes auprès de 5 pêcheurs professionnels et 38 plaisanciers, mais également auprès de nombreux acteurs de la filière, comme les sociétés de transformation, les restaurateurs et les douaniers. Ces interviews ont notamment permis d'affiner les données sur les sites de pêche, les méthodes utilisées, ou encore de mettre en avant la raréfaction des individus de grande taille. Par la suite, une démarche de concertation progressive a été mise en œuvre selon la méthodologie du dialogue territorial, grâce à l'appui de structures spécialisées. 7 entretiens en bilatéral avec des acteurs clés de la filière pêche, 5 réunions par catégorie d'acteurs, puis 4 ateliers de concertation multi-acteurs ont été organisés entre 2021 et 2022. Au total, ces ateliers ont rassemblé 36 participants appartenant à 22 organismes différents. Ces travaux ont abouti à la rédaction d'un plan d'action contenant 44 actions concrètes à mener pour concilier la préservation des populations de mérous géants et les activités socio-économiques qui en dépendent. En parallèle, sur les sites de débarquement, 76 missions de surveillance ont été réalisées en bateau et à terre, en partenariat avec les agents de l'Office français pour la biodiversité ainsi que la gendarmerie maritime. Ces missions ont permis de contrôler 152 navires et d'assurer le respect de la réglementation en vigueur en Guyane qui limite à 1 mérou par bateau et par sortie de pêche pour les plaisanciers en mer. Un guide a également été diffusé auprès des pêcheurs pour rappeler la réglementation et les bonnes pratiques de pêche et de relâcher des animaux. Le travail réalisé dans le cadre du Live Biodivom a permis de réunir l'ensemble des acteurs socio-économiques de la mer et de co-construire une véritable stratégie territoriale de gestion durable du mérou géant et du milieu marin en Guyane, qui devra passer par la mise en œuvre du plan d'action. À Saint-Martin, l'association de gestion de la réserve naturelle de Saint-Martin a mis en place des moyens dans le but de préserver 2 espèces de mérous, le mérou de Nassau et le mérou géant, impactés tous les 2 par le manque de réglementation et la dégradation de leurs habitats. Afin d'en savoir davantage sur l'arrivée des larves de ces 2 espèces dans les eaux saint-martinoises, l'AGRNSM a déployé une technique scientifique innovante de récolte de larves dénommée Post-Larval Capture and Culture et élaborée par l'entreprise Écocéan. Cette technique a permis la mise en place de 220 dispositifs attractifs lumineux pendant 35 nuits, capturant plus de 17 800 post-larves de poissons appartenant à 113 taxons différents. Bien que 5 espèces de mérous aient été identifiées, les 2 espèces cibles du projet n'ont pas été répertoriées, mais l'AGRNSM est désormais formée et prête à réitérer le protocole à la suite du projet. Pour vérifier l'installation et la croissance de ces mérous au stade juvénile dans les petits fonds côtiers de Saint-Martin, l'AGRNSM a déployé 14 nurseries artificielles appelées bio-huts qui permettent aux jeunes poissons de croître à l'abri des prédateurs et de s'y alimenter. Plusieurs mérous de Nassau y ont été observés. Dans le but d'acquérir davantage de données sur la présence de ces espèces, un réseau participatif nommé Les Yeux des Mérous a été créé. L'observation d'un mérou géant a d'ailleurs été faite en 2020 via ce dispositif, tandis que l'espèce n'avait pas été observée sur l'île depuis 2014. Les îles voisines participent aussi à cette collecte d'informations. Afin d'améliorer la protection sur ces 2 espèces, un arrêté préfectoral de protection a été publié en 2019 et interdit la pêche de loisirs au mérou géant et au mérou de Nassau en Guadeloupe et à Saint-Martin. De plus, pour s'assurer du respect de la réglementation en vigueur sur l'île, l'AGRNSM a mené plus de 500 missions de surveillance. Enfin, de façon à intégrer les usagers dans la définition et la mise en œuvre d'une stratégie de conservation des mérous sur l'île de Saint-Martin, une dizaine de réunions bilatérales auprès des référents des établissements publics, comme la DEAL ou la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, pêcheurs professionnels et de loisirs, gérants de magasins de pêche ou encore clubs de plongée, ont été réalisées.
Outre la mise en place d'outils réglementaires de protection bénéfiques aux 2 espèces de mérous, le Live Biodivom a permis la mise en place d'une stratégie locale qui allie à la fois les activités socio-économiques et la protection de la biodiversité. Il a également rayonné autour de l'île et des acteurs régionaux dont les membres des gouvernements voisins sont aujourd'hui sensibles aux enjeux de conservation du mérou géant et du mérou de Nassau. En Guyane, le groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane a mis en œuvre des actions de conservation visant à protéger un habitat rare présent sur le littoral, les savanes de Guyane. Menacées sur le territoire par l'expansion de 2 espèces exotiques végétales envahissantes, l'acacia mangium, introduit dans les années 70 dans le cadre du plan vert puis pour revégétaliser les sites miniers, et le niaouli, introduit pour l'industrie du papier. Pour limiter l'impact de l'acacia mangium largement répandu en Guyane, le GEPOG a déployé des actions d'abattage à grande échelle dans 11 savanes et le long de 369 km de route sur le territoire. Ces actions, en plus des actions de prospection et de suivi, ont permis la protection de près de 16 200 hectares de savanes et la gestion de l'acacia mangium dans près de 100% des espaces naturels protégés. Conscient des usages que la population locale ont de l'acacia mangium, le GEPOG a réuni experts et usagers afin d'identifier 10 espèces végétales locales adaptées aux mêmes usages. Au total, 8 de ces espèces ont été produites et plus de 4000 plants ont été installés sur des parcelles test dans le but d'être, à terme, produites en pépinière. 2 guides ont été rédigés et seront distribués aux pépiniéristes et aux acteurs de l'aménagement du territoire pour promouvoir la production et l'utilisation de ces espèces locales. Pour lutter contre l'expansion du niaouli, le GEPOG s'est entouré d'experts venus de Floride afin d'effectuer des tests de méthodes de lutte variées sur des individus adultes. La méthode la plus efficace dans ces conditions de test a été répliquée dans 2 savanes envahies par le niaouli. En parallèle, un test d'abattage à la pelle mécanique sur une forêt de niaouli a été réalisé au Centre spatial guyanais. À ce jour, les suivis réalisés ne permettent pas de conclure sur l'efficacité de la méthode à plus grande échelle. D'autres tests de méthodes alternatives seront réalisés dans le cadre du plan Après-Life. Afin d'améliorer la gestion et la prise en compte de ces espèces exotiques végétales envahissantes, le GEPOG a réalisé 3 ateliers de concertation qui ont permis d'aboutir à la rédaction de 2 documents de gestion, une stratégie de lutte contre le niaouli et un plan régional de lutte contre l'acacia mangium. Un jeu de rôle Yanacacia a également été réalisé, ainsi que des formations aux méthodes de gestion de ces espèces à destination d'agents techniques municipaux et d'entreprises paysagistes. Avec près de 65% des savanes de Guyane et 100% des espaces protégés exempts d'acacia mangium, le Live Biodivom a permis d'assurer la protection de cet écosystème tout en travaillant en concertation et en sensibilisant les acteurs socio-économiques du territoire. L'outil Live permet une acquisition importante de connaissances et de savoir-faire dont il est crucial d'assurer le transfert et la réplicabilité. Pour cela, les partenaires ont participé à des colloques internationaux au cours desquels les résultats du projet y ont été présentés. De même, des séminaires techniques ont été organisés à La Réunion et en Guyane sur les thématiques de la connaissance utile à la conservation, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et les démarches participatives en faveur de la biodiversité, réunissant près de 150 acteurs de l'environnement, élus, financeurs ou parties prenantes du projet. Ces derniers ont ainsi bénéficié de la présentation des résultats des actions du Live Biodivom, mais également de projets réalisés en parallèle sur les thématiques similaires par d'autres acteurs de l'environnement. Enfin, les partenaires ont réalisé des missions de réplicabilité destinées à former d'autres acteurs aux techniques acquises. Le GEPOG en Guyane a ainsi formé des personnels du Conseil départemental de Mayotte, du Conservatoire botanique de Mascarin et du parc de Moélie dans les Comores à la lutte contre l'acacia mangium. Dans l'océan Indien, la CEOR a quant à elle invité l'association Bird Conservation New Caledonia de Nouvelle-Calédonie pour les former sur la mobilisation citoyenne, les chantiers participatifs et la lutte EEE, tandis que le GEPOMAI a convié du personnel des terres australes et antarctiques françaises, de Seychelles Island Foundation et de Aziti Madagascar
afin de leur présenter les actions de suivi du crabier blanc, les opérations de lutte en mangrove et les chantiers de restauration effectués. Dans les Antilles, l'AGRNSM a de son côté invité l'Agence territoriale de l'environnement de Saint-Barthélemy lors des récoltes de post-larves afin de les former à ces protocoles. Elle a également bénéficié d'une semaine de compagnonnage avec le GEPOC de Guyane pour se former aux techniques de concertation et initier un processus d'implication des acteurs à Saint-Martin. Enfin, une mission de réplicabilité a été réalisée avec des acteurs de la conservation du moqueur-gorge blanche de Sainte-Lucie, dont les représentants du ministère de l'Environnement de Sainte-Lucie et des professionnels du département de biologie de l'Université d'Arkansas, afin de leur présenter les méthodes utilisées et les résultats obtenus en faveur de l'espèce présente en Martinique. Sur l'ensemble des territoires, les partenaires ont effectué plus de 300 interventions scolaires et universitaires permettant de sensibiliser près de 9700 jeunes et étudiants. Une exposition itinérante a été diffusée dans près de 60 établissements et une vingtaine de vidéos ont été réalisées et cumulent plus de 270 000 vues. 24 panneaux d'information ont également été installés sur les sites stratégiques ultramarins, permettant de sensibiliser les usagers à la protection de ces espèces et de leurs habitats. Afin de mobiliser le grand public à la protection de la faune ultramarine, les portails de sciences participatives naturalistes Faune Guyane et Faune Réunion ont été modernisés, tandis que 2 nouveaux portails ont vu le jour, Faune Mayotte et Faune Antilles. Avec plus d'1 500 000 observations de la faune recueillies via ces portails, le réseau d'observateurs contribue à l'amélioration des connaissances de la faune ultramarine, des éléments indispensables à la protection de la biodiversité spécifique de ces territoires. L'outil LIFE est un dispositif financier puissant qui permet la mise en œuvre d'actions concrètes de conservation, d'ampleur aux effets durables pour les espèces et les habitats extrêmement menacés en Outre-mer français. Il est évident qu'il y a un avant et un après LIFE et que l'ensemble des résultats ont démontré un impact positif tant sur la biodiversité ultramarine que sur les structures engagées dans de tels projets. L'ouverture des pays et territoires d'outre-mer comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les terres australes et antarctiques françaises au programme de financement LIFE est un véritable espoir, tant la biodiversité de ces territoires y est riche et menacée. Il est donc essentiel que ces territoires puissent se saisir d'un tel outil pour inverser la tendance à l'érosion de la biodiversité, qui, rappelons-le, représente en outre-mer près de 80% de la biodiversité française et 10% de la biodiversité mondiale.